Quel impact sur le secteur de l'entrepreneuriat numérique au Sénégal? Comment se portent les startups? Quels sont les gros succès d'investissement? Quel bilan de l'année 2020? Quels sont les gros projets de la délégation à l'entrepreneuriat rapide? Pour en parler, le délégué général Papa Amadou Sarr, invité exclusif de E-Tech, le spécialiste des finances publiques, expert en économie, va aussi se prononcer sur l'incubateur annoncé à Mermoz, les infrastructures numériques au Sénégal et tant d'autres sujets. À suivre ce dimanche 3 janvier 2021 sur e-Radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Premier invité de E-Tech de ce premier dimanche de l'année 2021, Papa Amadou Sarr, bonjour. Bonjour Ousmane, merci de cet honneur de m'inviter comme premier invité de E-Tech pour l'année 2021 et j'espère que l'année 2021 sera meilleure que 2020 et je souhaite une merveilleuse année de santé d'abord, de bonheur, de prospérité à tous vos auditeurs. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir mais c'est surtout, disons, une bonne raison de vous recevoir parce que vous êtes le monsieur qui bouscule le secteur. On y reviendra. Délégué général à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au cabinet du président de la République du Sénégal. Avant de rejoindre le bureau du président, vous avez travaillé en tant que directeur général des services financiers de la compétitivité et conseiller technique principal auprès du ministre de l'économie. Gouverneur suppléant de la République du Sénégal auprès de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international et président du conseil d'administration du Fonds africain de garantie et de coopération économique. Des années aussi aux États-Unis où vous attrapez le virus du pragmatisme visiblement, que l'on vous reconnaît dans le secteur entrepreneurial en tant que responsable de programme pour l'Afrique de l'Ouest et du centre à la fondation Bill and Melinda Gates. Également, toujours par le passé, Papa Amadou Sarr, coordinateur régional et analyste politique au Centre de développement de l'OCDE à Paris. Vous êtes enfin titulaire d'un certificat en gestion financière publique de la JFK School of Government de Harvard University, d'une maîtrise en affaires publiques de Sciences Po Paris et d'un DEA en économie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Merci encore une fois pour la fidélité à E-Tech. Papa Amadou Sarr, vous étiez déjà venu nous rendre visite le 10 mars 2019, quelques temps après, si je ne me trompe, après le lancement du chantier de l'incubateur de la DER à quelques minutes d'ici, Mermoz. Est-ce que ça avance, ces travaux autour de cet incubateur? J'ai fait exprès de dire le lancement du chantier et non de l'incubateur parce qu'il est en chantier. Actuellement, vous en êtes où? Merci Ousmane de ce rappel sur mon parcours. Pour en revenir à la question sur l'incubateur, effectivement, nous avions fait pose la première pierre il y a un peu plus d'un an, l'année en 2019. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase étude. Au jour d'aujourd'hui, le cabinet d'architectes Atepa qui s'occupe du projet a donné tous les plans architecturaux et ce qu'on appelle le DCE communément. Le travail avec le bureau d'études CACO et les autres partenaires, que ce soit Solutech, Grand Thornton Technologies, mais aussi tout ce qui est Veritas et tous les EDE, toutes les entreprises et bureaux d'études ont quasiment bouclé la phase étude. C'est un projet important, c'est un projet sur presque 30 000 m² d'espace de bureau, 9 étages, R+9, et qui va carrément changer le visage de Mermoz. Donc vous comprendrez bien que les études auraient dû même prendre 1 an et demi, 2 ans, mais nous avons essayé de recentrer les délais sur 6 mois. Donc on est presque à 9 mois. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà à la phase de sélection des entreprises qui vont construire à partir de janvier. Notre objectif, c'est que les travaux de terrassement, etc., d'excavation commencent en janvier 2021 et les travaux, à proprement parler, après sélection de l'entreprise qui doit construire, démarreront le 1er avril 2021. Notre objectif, c'est de faire ça en 18 mois. Donc, Inch'Allah, fin 2022, nous voudrons inaugurer le Mohammed bin Zayed Center for Innovation and Entrepreneurship, qui sera le référentiel en termes d'innovation, d'économie numérique
à l'image des stations F à Paris. Je me demande parfois si je ne suis pas un mauvais mathématicien parce que quelquefois il me plaît de regarder les archives concernant cet incubateur. J'étais là ce 18 juillet. Si on reste toujours dans les délais, 18 mois, est-ce qu'on n'est pas en retard? Écoutez, le délai de construction, 18 mois, pas le délai de la pose de la première pierre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons posé la première pierre en juillet, où on était en phase de négociation de financement. Nous avons signé, comme vous vous rappelez, en février 2020 à Abu Dhabi avec le président de la République et le prince héritier d'Abu Dhabi, l'accord de don de 20 millions d'euros qui est acté. Sur la base de ça, les études ont commencé. Et les travaux, depuis février 2019, je dirais depuis mars-avril 2020, les études sont en cours et aujourd'hui on a 9 mois. Et aussi, un retard est survenu dans le sens où le projet initial, on était sur 12 étages. On voulait avoir les bâtiments les plus hauts de Dakar dans la zone. Mais pour des raisons techniques liées à l'aéroport de Yoff et la voie de dégagement, et on nous a refusé, les autorités de l'aviation civile, de mettre sur place ou sur pied un bâtiment de plus de 8-9 étages. Et cela nous a pris quasiment 6 mois. Et ça douche, ça refroidit un peu votre ardeur. Vous êtes quelqu'un qui va très vite, on vous le reconnaît. Passionné également des grandes choses. Le fait qu'on soit amené à vous dire revoyez un peu le travail, les schémas, ça refroidit un peu l'ardeur. C'est vrai que c'était, je dirais pas que c'était une déception, mais c'était pas de gaieté de cœur que nous avons accepté de revoir à la baisse nos ambitions. Mais c'est important. Nous avons revu la hauteur du bâtiment, mais nous avons gagné en volume. On était sur 22 000 m² sur R plus 12. Là, on est sur 30 000 m² sur R plus 9. Le bâtiment sera un peu plus arrondi. Avant, il était slim, il était mince, élancé et grand. Mais aujourd'hui, il est un peu plus cossu et costaud, avec plus d'espace d'incubation, d'accélération. Vous allez voir, ce sera une merveille, avec une salle de conférence qui peut prendre 1000 personnes, des amphithéâtres, des rooftops, des espaces de création, de codage sur 3000 m², des espaces d'incubation, d'accompagnement. Vous allez voir, ce sera comme nulle part ailleurs ici en Afrique. En tout cas, pour reprendre un mot cher au président de la République, c'est l'émergence des infrastructures numériques au Sénégal. Émergence au sens premier, c'est sortir de terre. À côté de l'incubateur de la DER, je ne vous apprends rien évidemment, le PTN, le Parc de technologie numérique du Sénégal à Diamniadio. Globalement, c'est quoi la synergie derrière? Parce que j'ai l'impression que tout le monde veut construire de belles choses, mais derrière, il n'y a pas une synergie, voire une stratégie. Non, il y a une forte stratégie, évidemment. Pas la SN 2025. Si. Parce que l'incubateur de la DER n'y est pas mentionné. La preuve, sûrement, on s'en félicite, la DER va très vite. La SN 2025 a été faite avant que nous ayons négocié les financements de l'incubateur. La DER n'a que 2 ans. La SN 2025 doit être mise à jour pour intégrer ces nouveaux projets. Mais justement, mise à jour, parce que c'est vrai que la SN 2025 peut devancer la création de la DER, mais ça ne veut pas dire forcément que les chantiers de la DER figurent dans la SN 2025. C'est important qu'on se comprenne pour les auditeurs. Très bien. Maintenant, donc ça, il faudrait poser cette question notamment au ministère de l'économie numérique, qui est en charge de la SN 2025. Mais tous nos produits et tous nos projets sont répertoriés chez eux, parce que dans notre conseil d'orientation, nous avons un membre éminent du conseil qui vient de ces ministères. 1. 2. Le forum sur le numérique, on va y revenir, qu'on a fait récemment, on l'a fait avec eux, et on a vu le nombre de financements qu'on a octroyés et les grands prix du chef de l'État, on va y revenir. Mais pour dire qu'aujourd'hui, en revenant à la question du PTN, le responsable du PTN, Bassirou Abdoulba, était un collègue. Il travaille ici. C'était le chef de programme économie numérique à la DER, avec quelqu'un avec qui on se voit ou on se parle au moins une fois par semaine, avec qui on a une convergence d'idées. Et c'est un projet aussi qui est financé par la Banque africaine de développement. Donc il y a forcément une synergie entre les deux projets. Et la décision que nous avons prise, Bassirou et moi, c'est que la DER va s'occuper des startups, des PME, des incubateurs, et le PTN sera le refuge des grandes entreprises. Donc il y aura une
corrélation entre nos activités. Et pour dire bien, moi, je devais faire un data center tier 3 au niveau du Mohammed bin Zayed Center. Mais après discussion et échange avec Bassirou, nous avons décidé de ne pas faire de data center et que le data center du PTN portera les projets de l'ADER. Comme quoi la coordination, elle est là. Elle est essentielle pour pouvoir réussir dans le segment où nous sommes aujourd'hui qui va très vite. Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Femmes d'abord, jeunes après, c'est important. Et notre invité ce premier dimanche de l'année 2021. Très rapidement, nous allons évoluer un peu. Un bilan des activités de l'ADER parce que c'était prévu que l'on vous reçoive d'ailleurs avant la fin de l'année pour un premier bilan, mais c'est toujours important d'en parler, il n'est jamais trop tard de bien faire, de bien dire. Un bilan de l'ADER pour 2020, c'est quoi rapidement? Alors, très rapidement, 2020, l'ADER, nous avons octroyé 25 milliards de francs CFA de financement. Et d'ici la fin de l'année, on est... Il reste 5 milliards alors, si je compte bien. Oui. Et aujourd'hui, on pourra être éventuellement même à 27-28 milliards. Donc, ce qui est exceptionnel en temps de crise, là où les ressources budgétaires étaient limitées. Nous n'avons pas pu mobiliser toutes les ressources qui étaient allouées dans le cadre du budget, mais grâce à la résilience de l'ADER, grâce à l'innovation que nous avons mise en place en développant de nouveaux produits financiers avec nos partenaires bancaires sur la place, mais aussi avec nos partenaires internationaux, que ce soit l'US Africa Development Foundation, la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement, où nous avons levé 74 milliards pour un projet de 2 à 3 ans, qui s'appelle le PAVI, sur lequel nous allons revenir. Nous avons pu aujourd'hui impacter concrètement les femmes et jeunes sénégalais sur l'ensemble du territoire national. À titre d'exemple, c'est au moins 3 milliards de francs CFA que nous avons mis dans la production de masques pendant la crise sanitaire. Nous avons fait travailler 5000 tailleurs Ousmane qui ont pu bénéficier de financement allant de 10 millions à 400 millions. C'est le projet Djaïmomburu, où on a fait travailler les startups, justement, que ce soit Tchak Tchak, Carapid Prestige, Shop Me Away, Paps, etc., qui ont livré du pain pendant la période du Ramadan chez les gens avec le Last Mile Delivery. Et sur la question, d'ailleurs, pardonnez-moi, c'est important, sur la question, est-ce qu'il y a eu après un suivi? Parce que c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde voulait être livré chez lui. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Ça a continué et ça nous a mis en place un nouveau programme de modernisation et de financement des boulangeries pour 1 milliard de francs CFA. Oui, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une rencontre la semaine dernière. Lundi, avec exactement le 28 décembre, avec les acteurs de la boulangerie, FNBS, Fédération nationale de boulangerie du Sénégal, et le Rassemblement des boulangers du Sénégal. Ce que nous voulons faire avec ça, c'est 45 à 50 boulangeries modernes sur l'ensemble du territoire où tu viens, comme si tu vas, c'est ton boulanger en Europe, où tu viens, ça sent bon, il y a une belle vitrine, il y a de la lumière, il y a des étagères, le pain sent bon, c'est propre, c'est nickel, et tu as envie de rester dans la boulangerie. C'est ce que nous voulons faire à partir de février. Il y a aussi Get to Dare. On a fait, avec le ministère de l'Élevage, 2 milliards pour financer l'achat et la vente de moutons pour la Tabaski, et dans un enclos de 5000 m2 fermé avec des startups qu'il faut remercier au passage, Africa Smart Citizen, qui a mis en place un système de détection anti-vol des moutons sous forme de collier avec des puces. C'était extraordinaire. Le génie sénégalais, avec toute la technologie blockchain qu'ils ont mis en place, a permis de vendre des moutons dans un endroit sécurisé et propre. J'en passe, il y a d'autres exemples qu'on a donnés. L'Anacard, nous avons financé 7 milliards avec nos partenaires Banque Agricole, BNDE et Crédit Mutuel du Sénégal et PAMECAS dans la Casamance naturelle, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, l'achat, le stockage et la transformation de la noix de cajou. C'est 2 milliards aussi de financement pour l'engrais pour nos parents qui cultivent l'arachide dans la vallée de Kaffrine, Kaolack, Fatick, ce qu'on appelle le Sine Saloum ou le Ndoukoumane. Et enfin, c'est près de 2 milliards dans le riz, dans la vallée du fleuve Sénégal, de Saint-Louis à Matam à Podor, et aussi dans le sud, à Kolda, dans la vallée de l'Anambé. Enfin, 1 milliard
2 milliards sur la production horticole. Chez toi, dans le Gandiol, nous avons acheté l'oignon qui a été produit par les producteurs d'oignons, des Kayar à Potou, à Gandiol, jusqu'à Guille, dans l'île à Morphil. Les Niayes alors? Dans les zones des Niayes. 2 milliards pour oignons et pommes de terre. Acheté, stocké avec un start-upper aussi, Baysedo, pour te dire que la DER a su se rénover, a su innover et a su être résiliente et aider les entrepreneurs à être résilients, parce que toujours, en revenant surtout sur le numérique, oui, nous avons mis presque 1,5 milliard de francs CFA en 2020 pour les startups et les PME du numérique. Aujourd'hui, c'est quoi concrètement? C'est des incubateurs comme Jocolab, des incubateurs comme ImpactUp, des incubateurs comme CETIC qui ont fait de l'assistance, de l'accompagnement technique à distance des startups qui ont été formés, Volcano, Concret, etc. C'est aussi une ligne de financement de 600 millions de francs CFA pour l'accélération des startups qui sont en phase d'accélération et 300 millions pour les startups qui sont en phase d'incubation, ça fait 900 millions et 500 millions pour les PME, 600 millions pour les PME du numérique qui sont membres d'Optic. Et on veut passer à 1 milliard l'année prochaine. Donc rien que cette année, nous avons fait 1,5 milliard de francs CFA pour le secteur du numérique. Compte tenu, je disais tout à l'heure, du Grand Prix du chef de l'État, comme vous l'avez vu, la DER a octroyé au nom du chef de l'État les 3 prix. Le premier prix de 20 millions pour l'innovation à Tolbi, qui fait partie des startups de la DER, qui fait partie des startups champions que nous avons accompagnés à Las Vegas, au CES, à Paris, au niveau de Vivatech, et que nous sommes en train d'accompagner. Nous avons accompagné dans le cadre de la lutte contre Covid, dans le cadre de Dr. Care, le robot qu'il a développé pour la deuxième phase, le prototype. Et enfin, Ndjourel et Mbourou, deux femmes aussi qui sont dans la santé et dans la vente de pain et la transformation de produits locaux. Tout ça pour vous montrer la vivacité de la DER, la renaissance de la DER et la résilience de la DER. Justement, Ndjourel, dont nous avions reçu la patronne du projet, un projet qui parle un peu de la santé, de la reproduction chez les femmes. Je ne vous apprends rien, Papa Amadou Sarr, vous savez que dans les villages, c'est un gros souci. La DER qui s'ouvre aussi au secteur de la santé à travers la cellule en charge de la santé digitale. Vous allez faire quoi concrètement pour la santé? On s'y arrête un peu, c'est important, c'est une grosse problématique. C'est essentiel. j'ai eu à travailler dans le domaine de la santé quand j'étais à la fondation Bill et Melinda Gates. En ce moment, il y avait le professeur Eva Marie Kolsek avec qui nous avions travaillé pour mettre en place des programmes d'appui au système sanitaire, comme ce qu'on appelait Health System Strengthening, le renforcement des systèmes de santé. C'était des équipements, c'était de la formation, c'était de l'accompagnement, c'était la fourniture de médicaments, tout ce qui est pilules contraceptives, en parlant de santé de la reproduction. C'était la formation des Badjanougor, 3 milliards pour accompagner les femmes qui accompagnent les femmes pour la naissance des enfants. Et aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays où il fait difficile de donner naissance en milieu rural. Parce qu'effectivement, des femmes donnent naissance en mourant. Parce que les distances entre les cases de santé, c'est énorme, où il y a un manque d'équipement criard. Donc le chef de l'État est en train de faire des efforts pour mettre en place des hôpitaux de type 1, 2, 3 dans toutes les régions et tous les départements. Ça va réduire le fossé. Mais je crois que l'informatique et les nouvelles technologies et les jeunes startups que nous accompagnons comme Ion et d'autres startups qui sont dans la santé digitale que nous avons accompagnés, sont en train de développer des outils qui permettront aux patients d'avoir accès aux informations sanitaires, d'avoir une carte vitale, d'avoir une assurance et d'être pris en charge en temps réel avec la disposition de le groupe sanguin sur une carte biométrique qu'ils vont porter sur eux. Il y a autant de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et je félicite Ndjourel pour son innovation, son idée et que nous allons l'accompagner. Et le travail qu'on fait avec les équipes d'Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé, avec la cellule innovation, c'est avec la DER et un de nos partenaires, la Factory, qui est une start-up marocaine, start-up studio, qui accompagne pour faire de l'open innovation. L'open innovation qui va concerner l'accompagnement des acteurs dans leur milieu naturel pour trouver des solutions pérennes à leurs besoins. On le fait aussi avec le port autonome de Dakar et le coût. Une question qui revient régulièrement, c'est maintenant l'accès au marché de nos startups. On le dit régulièrement, c'est une grosse problématique. Quelle est la position de la DER par rapport à ça? Est-ce qu'un marché, on l'ouvre seulement aux étrangers?
Est-ce qu'il faut l'ouvrir aux nationaux? C'est le cas, mais souvent ça ne l'est pas sur les gros marchés. Et quelle place de la préférence nationale dans tout cela? Alors, il y a 2 points. Moi, je suis par nature quelqu'un qui croit au marché. Le jeu du marché. Le jeu du marché, et je suis plus vers comment on appelle ça, je dirais pas que je suis un néolibéral, mais je suis plus libéral que social ou communiste. Et je crois aux lois du marché. Le marché s'autorégule, et aujourd'hui, on ne peut pas être dans une union économique, monétaire, union douanière, et comment on appelle ça, décréter la préférence nationale ou comment on appelle ça, la fermeture de frontières ou toutes sortes de conservationnisme. C'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, et je suis aussi un fervent défenseur du consommer local, de plus en plus on s'habille localement, on utilise nos tailleurs locaux, les sacs que nous portons, les chaussures que nous portons, la nourriture que nous mangeons, nous nous efforçons de promouvoir l'artisanat, l'agriculture, l'élevage, etc., le textile sénégalais. Comment on peut faire aujourd'hui? Effectivement, les startups nous disent qu'ils ont des problèmes de débouchés. Mais moi, ceux que j'ai financés, à date, presque 100 startups, ils n'ont pas de problème de débouchés. Ils vendent au Sénégal et dans la sous-région, au Mali, au Burkina, au Côte d'Ivoire. Nos startups, hier j'étais avec SudPay et Omar S. Diallo et ID Smart, mais aujourd'hui, les plateformes qu'on les a aidés à développer, ils sont en train d'aider le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Congo, pour vous dire. Donc ils ont au-delà du marché sénégalais, on leur ouvre le marché africain. Le financement s'accompagne aussi de renforcement des capacités, de coaching, d'accompagnement et d'ouverture de marché. Le marché, tu l'as si tu fais la production de qualité. Mais si tu ne produis pas de la qualité, tu ne vas pas vendre. Donc moi, c'est ça à quoi je crois. Et on va les aider à faire la qualité, à faire les choses dans les normes, les standards internationaux, être certifiés, pouvoir compétir à Paris, à Londres et à San Francisco comme à Dakar. Oui, mais souvent la question concerne, elle implique aussi les données personnelles. Quand par exemple on ouvre des marchés très sensibles à des étrangers, à des occidentaux, est-ce que vous avez un regard là-dessus? Oui, vous parlez peut-être des choses liées à la biométrie, etc. Mais ça, c'est des domaines réservés, effectivement. Si le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense fait appel à des entreprises étrangères, que ce soit françaises, israéliennes ou américaines, on a la commission de protection des données personnelles qui s'assure que tout ce qui est fait reste ici, que des serveurs ou des centers qui sont au Sénégal. Aujourd'hui, avec le cloud, de toute façon, on peut tout faire. On n'a pas, nous par exemple, un petit exemple, on a presque plus de 500 000 personnes dans notre base de données, mais c'est lui qui nous a développé notre plateforme. J'ai exigé que les serveurs soient localisés ici au Sénégal, pas dans la banlieue parisienne. Et ça, c'est pour moi une question sur laquelle je n'intransigerai pas. La souveraineté des données, la souveraineté nationale, je suis assez chauvin sur ces questions. D'abord, produire ici, consommer ici, conserver ici, transformer ici, mettre en valeur ici. La suite de notre interview, encore quelques 2 à 3 minutes avant la pause sur iRadio. Aujourd'hui, les grands projets de la DER, pour la suite, c'est quoi en dehors de l'incubateur dont on en parlait tout à l'heure? Alors, l'incubateur sur le domaine numérique, c'est un investissement de plus de 30 millions d'euros, plus de 20 milliards qui va être fait dans les 2 années, qui va transformer le quartier de Mermoz et l'écosystème entrepreneurial numérique au Sénégal. 14 milliards pour le don et 6 milliards comme complément de la part de l'État du Sénégal, c'est ce que vous nous aviez confié. Vous avez très bien compris, c'est exactement ça. Donc les 20 milliards, c'est ça. Deuxième chose, nous avons le PAVI, le programme d'appui aux valorisations initiatives entrepreneuriales de l'État du Sénégal, un programme que j'ai lancé le 15 décembre 2020 en partenariat avec la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et l'État du Sénégal. Ces 2 partenaires ont fait confiance à la vision du président Macky Sall et nous ont confié 74 milliards de francs CFA pour 41 milliards avec la BAD, 13 milliards avec l'AFD pour exécuter ce programme qui va concerner, tenez-vous bien, plus de, disons, 150 000 initiatives entrepreneuriales à développer sur l'ensemble du territoire. Et ce qu'on appelle communément le PAVI, ou qui peut être appelé le PROVI aussi, et va concerner 14 000 initiatives entrepreneuriales et un financement global
pour la première phase de 74 milliards de francs CFA, avec 65 000 emplois directs créés et 89 000 emplois indirects créés, soit 154 000 emplois directs créés, où 60% seront destinés à des femmes. Nous allons aussi former et renforcer les capacités de 27 000 entrepreneurs, dont plus de 15 000 femmes, soit 55%. Et enfin, appuyer la transformation digitale de 2200 entreprises. Papa Modou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide, notre invité ce premier dimanche du mois de janvier de l'année 2021. Également, une pause de 25 minutes, le temps d'écouter les dernières informations de ce 3 janvier et l'on se retrouve juste après. Papa Modou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, est notre invité ce dimanche sur e-radio. Papa Modou Sarr a également travaillé dans d'autres secteurs avant de rejoindre le bureau du président. On le rappelait en début d'émission. Il a travaillé en tant que directeur général des services financiers de la compétitivité au ministère de l'économie, des finances et du plan, gouverneur suppléant de la République du Sénégal auprès de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des années également passées aux États-Unis où il a travaillé dans des ONG et aujourd'hui il nous fait le plaisir et la fidélité de répondre à notre invitation après l'invitation du 10 mars 2019, plus d'un an donc, et aujourd'hui nous faisons le point d'abord sur l'année qui s'est terminée 2020 avec les projets de la DER déjà réalisés, mais d'autres projets également à venir comme la construction de l'incubateur de la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui va sortir de terre à Mermoz, à quelques mètres d'ici, à côté de l'IAM. Rapidement, je me souviens, lors de la première émission, je vous présentais comme l'homme qui pèse 30 milliards pour parler du budget de la DER. J'ai assisté à une rencontre à Diamniadio où le président disait, si je ne me trompe, que ça pouvait monter jusqu'à 100 milliards. Vous en êtes où aujourd'hui? On y est presque. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à date, nous avons investi déjà 60 milliards sur les 2 premières années, décaissés, sortis. Et si vous regardez le budget que je viens d'annoncer pour la BAD, l'AFD, parce que l'État aussi, c'est ses partenaires. C'est grâce à l'État que je m'endette. C'est le ministère des Finances qui signe le contrat et c'est l'État qui va rembourser la dette. Donc aujourd'hui, le président a tenu sa parole avant même la date. Avant l'heure. Avant l'heure. Parce qu'aujourd'hui, avec les 74 milliards qu'on va injecter à partir de l'année prochaine, c'est ressources cumulées État et bailleurs. Et moi, je ne veux pas m'en arrêter là. Ce que j'ai dit, moi, j'ai lancé un challenge. Moi, je vais être à 200 milliards à 5 ans et être carrément autonome. Ne plus avoir de ressources qui viennent de l'État, mais de ressources qui sont générées par les crédits qu'on met en place, par le remboursement, par le refinancement et par le partenariat public-privé. C'est là où nous, on veut aller. Et l'ADER veut, à l'horizon 2021, là, être comme une néobanque, pouvoir financer directement. Aujourd'hui, c'est possible. Toutes les applications, c'est-à-dire les gens postulent en ligne, on traite les dossiers en ligne et on va payer en ligne. On est en train d'investir dans un système d'information bancaire qui nous permettra d'avoir notre propre carte bancaire brandée DER, qui nous permettra d'avoir nos wallets et payer 50 000, 100 000, jusqu'à 1 million, jusqu'à 3 millions dans tous les comptes de nos bénéficiaires sur l'ensemble du territoire sénégalais. Oui, je sais que c'est un programme qui fait la fierté du chef de l'État. Il en parle beaucoup en public, en privé évidemment. Mais c'est comment, il vit comment toutes ces performances de la DER? Il les vit comment en privé? C'est nous qui sommes plutôt fiers, je le dis, d'être choyés par le président qui parle de la DER, de ses performances, de ses résultats. Parce qu'il le vaut bien et nous aussi, tout ce que nous devons faire matin, midi et soir, c'est d'être performant, d'être exigeant, d'être rigoureux pour ne pas le décevoir et ne pas créer de déceptions ou de désillusions. Donc c'est cette exigence que je m'impose moi-même en tant que délégué général de la DER et toute mon équipe, du secrétaire général au chauffeur, je leur dis, vous êtes surveillés comme de l'huile sur le feu, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez être irréprochable sur tous les plans. Sur la transparence, sur la bonne gouvernance, sur les délais de traitement des dossiers, sur la qualité et sur les services clients. Pour moi, c'est des credos, ça fait partie de notre ADN, la rigueur, la transparence, etc.
le président, je sais que lui, effectivement, soit en privé ou avec ses pairs, il part souvent de l'ADER parce qu'il éprouve la fierté à voir les résultats que nous faisons et à les communiquer. Pour ne rien vous cacher, il nous a même trouvé des chefs d'État africains de la sous-région, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Congo-Kinshasa et autres, l'ont écrit pour lui demander de l'aider à monter l'ADER chez eux. Et nous sommes en train de travailler avec ces pays frères. Et vous avez été notamment en Guinée-Bissau. Et en Guinée-Conakry. Et on va envoyer une mission en République démocratique du Congo et au Burkina Faso en janvier. Et ça fait... question éventuellement de mettre en place une filiale d'Air internationale. Oui, et ça fait quoi justement d'être au cœur de cette grosse machine, de son fonctionnement? On parle beaucoup de la DER, quand ça marche pas, on dit attention, la DER arrive. Ça fait quoi quand on est au cœur un peu de cette histoire, pour ne pas dire de l'histoire grand H? Alors, écoutez, nous avons les pieds sur terre, vous avez vu, jean, basket, polo, dans mon bureau on discute. Pour nous c'est une mission. Le fait d'aider les femmes et les jeunes de ces pays à s'autonomiser, parce que d'abord c'est l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, c'est la digitalisation des paiements, c'est tout ce qui est accès aux services financiers. Pour moi, l'ADER, c'est l'avenir des jeunes de ces pays et c'est le moment lié de lancer aussi un appel aux jeunes qui veulent tenter l'immigration clandestine, de rester dans ces pays, de faire confiance à ces pays, au président de la République et aux institutions qu'ils ont mis en place pour les aider à réaliser leurs rêves ici, dans ces pays. C'est pas un désaveu un peu? Est-ce que vous en êtes content, pour ne pas dire fier, quand vous, DER, vous mettez beaucoup d'argent dans l'écosystème et qu'en même temps, au même moment, vous voyez cette cohorte de jeunes qui vont en Europe au péril évidemment de leur vie? On ne pourra pas retenir ces jeunes, malheureusement, Ousmane, malheureusement ou heureusement, parce qu'on est 15 millions de personnes. Aujourd'hui, ce qui va se passer, plus on devient riche, plus les gens auront la propension à voyager. L'immigration a toujours existé, elle va continuer à exister. Aujourd'hui, les plus grands voyageurs ou les plus grands immigrants, c'est aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada. Donc, du coup, on ne peut pas les retenir. Maintenant, effectivement... les circonstances ne sont pas les mêmes. Prendre un avion, dire bye-bye à sa famille publiquement, tranquillement, et prendre une pirogue à l'aube, c'est différent. Je suis d'accord avec vous. Il y a un désespoir, certes, qui est né. C'est certains jeunes qui accusent certainement les politiques d'emploi, qui accusent les accords de pêche et autres. Mais c'est pas ça, comme je disais. Le Sénégal a toujours été un pays d'émigration. Les gens sont partis du Sénégal pour aller en Europe depuis la nuit des temps. On peut se rappeler toutes les thèses qui ont été écrites par les grands sociologues, historiens, économistes, Catherine Kiminal, Timéra, Flore Gubert. Moi-même, j'ai eu à travailler sur les questions de migration dans le cadre de mon mémoire de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. La migration est un phénomène social total, comme le disait Bourdieu, qui de toute façon va se pérenniser. C'est un fait social qui est dans la culture des Sénégalais et personne n'y pourra rien. Les gens vont partir. Maintenant, le nouveau mode de départ aussi, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, en 2008, j'étais à Paris, on parle de Barça-Barsac. 2006 déjà, 2006. Ça avait commencé. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils testent. C'est de l'innovation, excuse-moi de le dire comme ça. Ils ont dit, on prend un pirogue, on va essayer de voir jusqu'où on va, et ils vont jusqu'aux frontières mauritaniennes, algériennes, aux Canaries. Ils arrivent en Espagne, ils disent, ah très bien, il n'y a plus de frontières, on peut traverser. L'Union européenne a mis Frontex pour un peu recadrer les vagues, mais ça continue. Au moment où je vous parle, les gens sont en train de partir. Au Mexique, vous avez vu, qu'est-ce que Trump a fait? Il a voulu construire des milliers de kilomètres de murs, mais les gens chevauchent. Ils passent par monts et vallons, ils passent par la montagne, ils passent à travers les canyons, à travers les rivières. On n'y peut rien, malheureusement. Mais ce qui me désole, c'est que des jeunes comme vous et moi, à la fleur de l'âge, très forts, ne restent pas ici, contribuer au développement de leur pays. Ousmane, dans ce pays, il y a tout. Moi, j'ai fait 15 ans à l'étranger, mais je suis venu ici, je suis à l'aise. J'ai des amis qui sont là, qui travaillent. Il n'y a pas que des gens qui ont fait l'école qui ont réussi. Je connais des gens qui sont dans l'agriculture, qui n'ont jamais été à l'école, que nous finançons, qui ont des fermes de 1, 2, 3, 4, 5 hectares, qui font 7 millions, 6 millions, 8 millions, 10 millions de chiffres d'affaires par mois.
il y a de quoi vivre dans ce pays. Et quel discours justement pour faire passer ce message aux jeunes? Il faut leur dire quoi? À mon avis, il faut croire en leur pays, il faut rêver pour leur pays et oublier le rêve occidental ou le Barça ou Barsac. Il n'y a pas de Barça. Pour moi, c'est du Barsac. Parce qu'aujourd'hui, tu prends la pirogue, tu vas en Espagne ou en Italie, Lampedusa, ou à Ceuta, Melilla en Espagne, on t'arrête à la frontière, tu n'as pas de papier, on te rapatrie ou tu es en prison. C'est aussi simple que ça. Et beaucoup de jeunes et de femmes que je connais là-bas, que j'ai rencontrés là-bas, que j'ai auditionnés dans les foyers, ils font quoi? Ils travaillent comme des misérables. Ils travaillent dans des champs. Ils font de la cueillette de pommes, de mangues, de fruits, de tomates. Des gens qui ont bac plus 5, bac plus 8, des travaux qu'ils ne veulent pas faire ici. Ils peuvent le faire ici. Moi, je finance des jeunes de leur âge et des personnes de leur âge dans les SIPA, à Bokidjawé, à Orkadjere, à Ogo, à Nulumadi, des jeunes et des femmes qui travaillent le champ, qui travaillent le gombo, qui travaillent l'oignon, qui travaillent la pomme de terre, chez toi, dans le Gandiolé, ici à Potou, à Tchèpes, des millionnaires, je dirais même des milliardaires qui produisent de l'oignon, qui exportent en France. Donc ce qu'ils font là-bas, ils peuvent le faire ici et travailler ici. Maintenant, l'immigration qualifiée est un autre chemin. Et nous avons des accords de partenariat avec la France, le Canada, les États-Unis, etc. Les docteurs, les médecins, les informaticiens, les enseignants, ils partent. Et c'est aussi, les gens vont accuser, ils vont parler de brain drain, la fuite des cerveaux. Mais aussi, il faut parler de force drain, c'est la fuite des forces. Les gens vont aller chercher là où il y a le travail et l'argent. On n'y peut rien. Mais nous, à la DER, nous avons des programmes comme le PAVI et autres pour aider les jeunes à travailler dans le pays, pour ceux qui croient en ces pays, et moi j'y crois. La suite de notre interview, Papa Modou Sarr, nous allons parler un peu de cette instruction présidentielle en Conseil des ministres, que ça ne vous a sûrement pas échappé. Le fait d'harmoniser davantage les mécanismes de financement au Sénégal, il avait parlé, si je ne me trompe, de la DER, du Fonds 6. Est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à mixer tout cela? Alors, écoutez, c'est un très bon point. Le président en a parlé lors du Conseil présidentiel sur le PAP 2A. Effectivement, l'État du Sénégal a mis en place plusieurs instruments en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat et du financement, mais également pour catalyser toute la consolidation de tout type d'initiative privée. Toutefois, il existe toujours un manque d'harmonisation de ces différents instruments. Et moi, je suis vraiment pour l'approche holistique, c'est-à-dire rationaliser le dit cadre des mécanismes d'intervention, ce qui permettra de mettre en place une future banque publique d'investissement, le nom est lâché, ou une banque de développement, ou une BDPME, comme l'a fait la France dans le temps et qui est aujourd'hui devenue leur banque publique d'investissement, qui va permettre de consolider les participations, les actifs et les financements des différents acteurs de l'écosystème. Que ce soit nous, que ce soit le FONGIP, que ce soit le FONSIS, la BND, etc., j'en passe. Je ne veux pas m'attirer la foudre de certains DG, mais l'objectif, c'est de tirer davantage des synergies entre les activités de financement, d'investissement et d'accompagnement technique des différents acteurs. Et ce modèle va permettre d'avoir un portefeuille plus large, un éventail plus large de projets et des ressources financières publiques et qui vont aussi servir de garantie pour avoir un effet de levier plus large. Et on peut retenir 3 pôles. Il y aura un pôle qui va faire de l'amorçage et de l'innovation pour accompagner les startups, les gens qui sont à l'étape d'idéation et qui vont avoir des financements sous forme de subventions, d'accompagnement, d'avances remboursables ou de prêts mezzanines. Nous allons mettre aussi en place le financement de l'auto-entrepreneur pour les TPE qui va être sous forme de financement pour les jeunes et les femmes et l'autonomisation économique pour les prêts à jusqu'à 1 million de francs CFA qui permettront à nos femmes d'avoir du nanocrédit, du microcrédit et avec l'utilisation du digital pour aller plus loin. Le deuxième pôle, c'est le pôle compétitivité autour d'une banque de développement, notamment à travers avec la BND pour avoir une approche holistique du financement des PME et du passage à l'échelle. Et enfin, le pôle investissement à long terme qui va permettre de travailler avec le Fonds 6, la Caisse des dépôts de consignation et la partie investissement que l'État mettra en place avec le ministère des Finances ou qu'il veut
pour vraiment être un investisseur à long terme dans les projets structurants de l'économie sénégalaise. On parle de rail aujourd'hui, on parle de backbone, on parle de fibre, on parle de tourisme, on parlait tout à l'heure de souveraineté numérique. Ça, c'est des projets où l'État doit pouvoir être actionnaire au moins à 40-50% pour pouvoir maintenir sa force. Le pétrole est là, le gaz est là. On doit avoir des sociétés financières fortes, étatiques, qui vont travailler avec le privé en parfaite symbiose. Il n'y a pas que le financement. Oui. Il y a l'accompagnement technique, il y a la formation. Je vais jusqu'au bout de ma pensée. Aujourd'hui, l'État gagnerait, et les acteurs que nous sommes, à mutualiser les compétences, les ressources des structures que sont l'ADPME, le bureau de mise à niveau, la PDA, le 3FPT et d'autres structures qui sont dans l'accompagnement, l'ANPEJ et la DER, je l'ai dit, pour qu'on puisse tous avoir un seul référentiel, les mêmes guichets, les mêmes plateformes de dépôt, de traitement, d'accompagnement, de financement. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, moi, il m'arrive d'avoir des jeunes qui viennent me voir, qui sont déjà passés par la DPME, ou le bureau de mise à niveau, ou le 3FPT, je ne les finance pas. Parce que je trouve que ces jeunes ont déjà eu, ou ces femmes ont des financements, et qu'il faut qu'ils laissent la place à d'autres. Je ne suis pas sûr que tout le monde fait la même chose, mais aujourd'hui, la rationalisation de ce dispositif permettra vraiment d'avoir plus de ressources financières publiques, qui va lever plus d'argent privé et avoir plus d'impact sur le terrain. Oui, rationalisation, fusion, mais au sens littéraire du terme. Est-ce que la DER serait prête aujourd'hui à être engloutie dans une structure globale? Autrement dit, est-ce que la DER est prête à perdre son nom? Ousmane, demain, on me dit, le président de la République, pour aller dans le sens de la rationalisation, la DER disparaît, ou vous quittez la tête de la DER pour être un directeur quelque part ou un conseiller technique quelque part, j'y vais. Parce que pour moi, ça y va de l'intérêt des entrepreneurs, des femmes et des startups de ce pays. Ma personne n'est pas importante aujourd'hui. Moi, je crée une équipe de 150 personnes. On mettra quiconque à la tête de cette équipe, le boulot va être fait. Idrissa Diabira peut faire le boulot, Thérèse peut faire le boulot, Doudouka peut faire le boulot, Amadou peut faire le boulot. C'est au président de décider de qui il va confier cette mission de faire le travail et nous nous rangerons tous derrière lui. Le titre de délégué général ou de ministre ou de directeur général, on n'est pas né avec, on ne va pas mourir avec. Oui, mais la DER est entrée dans les habitudes de l'appellation DER, délégation entrepreneuriat rapide. On peut avoir une branche DER dans cette future banque ou peu importe. Ou bien la DER qui peut avoir aussi certains démembrements aux filiales. Vraiment, ça, c'est pas moi qui décide. Il faut poser la question au président. C'est lui qui décide ces questions. Mais je suis prêt, je te dis, à rendre tout ce qu'on a fait à la disposition du président et de la nouvelle structure qui va être mise en place, si le chef de l'État le décide, pour l'efficience, l'efficacité et le résultat. C'est ce qui me motive. Le poste, ça ne m'intéresse pas. La stratégie des 4 P, ça avait fait l'actualité. Police, préfet, prison, j'oublie le procureur. Elle est toujours là, ça avait donné quoi? Ça a donné quoi, pardon? Elle est toujours là, elle est très active. Ça nous a permis de recouvrer près de 70% de nos crédits avant la Covid. Après la Covid, avec les règles de la Banque centrale, nous avons aussi concédé comment on appelle ça, des suspensions de remboursement jusqu'en février-mars pour voir ce que ça va donner. Certains ont estimé que c'est une stratégie trop brutale qui faisait trop peur. C'était l'objectif? C'était l'objectif recherché parce qu'aujourd'hui, certains aussi, et beaucoup, avaient l'habitude d'assimiler les fonds publics à des fonds politiques. Beaucoup pensaient que les financements étaient destinés à l'élection du président de la République. À la clientèle. À la clientèle politique. Et ce n'est pas le cas. Le financement est adressé à tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises qui sont des entrepreneurs, qui ont des projets, qui veulent se développer et qui ont la ferme volonté de rembourser. Vous ne remboursez pas, on déclasse, on met en relation avec les autorités compétentes et vous serez poursuivi. Mais est-ce que ça n'intimide pas un peu les candidats, disons, au financement? Oui, ça intimide les gens qui ne sont pas sérieux. Les gens qui ne sont pas de véritables entrepreneurs. Mais si tu es un entrepreneur, Ousmane, tu viens me voir, tu veux 20 millions pour développer ta propre chaîne de médias ou lancer ta propre chaîne de production sur YouTube et tu sais que tu vas payer, tu n'as pas été intimidé, venez me voir. Mais si tu penses qu'en venant, a priori, que tu prends l'argent et que tu payes, si tu viens me voir, tu vas être intimidé par le discours qu'on va te tenir. Et ce discours ne va pas changer. Les 4 pièces seront sur notre site web. Ça fait partie de notre ADN. Aucun regret après les réactions un peu à cette stratégie? Je ne regrette absolument rien.
du tout. Et je ne regretterai pas. Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Quelques minutes encore avant la fin de ce numéro spécial, le premier de l'année 2021. Les projets phares de l'ADER, on en a parlé, le remboursement également, la synergie autour des mécanismes d'accompagnement, le regard également sur les infrastructures numériques, on en avait parlé dans la première partie. Aujourd'hui, globalement, les projets de l'ADER, on a également parlé de ça un peu, mais si on devait y revenir, quels sont les projets phares actuellement? Disons, le projet phare de l'ADER, c'est quoi? À part l'incubateur, je précise encore. Tout à l'heure, j'ai parlé du PAVI, de 74 milliards, mais aussi nous avons le DIUP. Le PAVI, il est important parce que c'est 74 milliards. Et aussi, on va créer de l'emploi. C'est un projet qui va fédérer des synergies et un travail colossal au niveau régional, départemental et communal. Donc, c'est un nouveau programme phare qui va aussi fédérer d'autres programmes de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Nous avons aussi le DIUP. Nous déménageons au Point E dans une semaine. Oui, justement, où en êtes-vous un peu dans ce déménagement? Où sont vos cartons? Les cartons sont là, comme vous voyez, le bureau est quasiment vide. La semaine prochaine, vous nous retrouverez au Point E. On a un espace de 1500 m² d'innovation, d'accompagnement, où on aura là-bas. Vous pouvez même venir faire vos interviews là-bas. Avec plaisir. Vous allez trouver les startups là-bas. On va avoir Afrikinov. On va avoir un espace de Fab Lab. On va avoir une antichambre du futur incubateur. Voilà, exactement. C'est le pilote, le bébé du futur incubateur, où on va avoir des jeunes qui vont avoir accès à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, des Oculus pour permettre de faire... Les locaux sont déjà ouverts? Oui, ils sont déjà ouverts. Et on aura aussi un Fab Lab dernière génération, avec des imprimantes 3D, des robots, des drones, tout ce que vous trouverez à la Silicon Valley ou à Paris, à la Station F. Et ça, on va aussi lancer, on en avait parlé lors de Vivatech, la Lions Tech. Nous allons créer le label des startups sénégalaises. Désormais, nous allons financer sous le label Lions Tech. On va avoir, vous avez la primeur de l'information. Merci. Trois segments, les lionceaux. Ceux qui sont à l'espace d'idéation en sortant des écoles, etc. Le partenariat qu'on a avec ESPT, ESMT, le partenariat qu'on a avec UVS, le partenariat avec ISM, IAM, l'UGB, l'incubateur, l'Université Assane Seck de Ziguinchor et l'Université Alioune Diop de Bambey aussi, et l'EPT de Thiès, qui va permettre de créer de futurs champions et ce qu'on appellera plus tard la fabrique des startups et la fabrique des champions. Donc il y aura les lionceaux, et après il y aura les lions, et les lionnes, et après il y aura le roi lion. Donc ce sera 3 lignes de financement qui vont aller de 5 millions au prêt d'honneur à 300 millions la série A. L'ADER veut faire ça à partir de 2021 sous le label Lions Tech dans notre D-Hub qu'on va lancer au plus tard en avril. Nous avons commandé les matériels de Chine et d'Abu Dhabi. Quand ce sera là, on va faire un grand événement de lancement de cet incubateur. On parlait de rationalisation, merci tout à l'heure. Après, l'ADER va faire quoi? Après, quand cet incubateur-là sera disponible, l'incubateur de Mermoz, elle va encore déménager? Oui, parce que le Point E, c'est transitoire. Ce ne sont pas vos locaux, ce sont vos locaux, vos propres locaux. Non, le Point E, on loue. On va être en location pour 2-3 ans, le temps de finir la construction de nos locaux. Parce qu'ici, on est à l'étroit. On est hébergé par la Caisse des dépôts et de consignation. On a grandi en taille et en nombre et en chiffres et en projet. Donc, on va déménager au Point E la semaine prochaine, première semaine de janvier, cette semaine. Et dans 2022-2023, Inch'Allah, nous serons dans nos propres locaux. Et comme tu parlais de rationalisation, nous espérons accueillir tous les autres acteurs de l'écosystème. Parce que notre objectif, au Point E déjà, on veut créer un guichet unique. C'est ça, c'est un projet phare aussi, le guichet unique du financement de l'économie. Ousmane, sur place, tu pourras venir avoir accès à l'information, te former, te formaliser, avoir le registre de commerce, avoir le NINEA, avoir accès à la douane, avoir accès au trésor, avoir accès aux impôts et domaines, avoir accès à l'ANSD et avoir accès au greffier. Tout sur place. Donc, tu ne sors pas du circuit. Que deviendra l'APIX? L'APIX viendra chez nous. Le guichet unique, bien sûr, de l'APIX. On travaillera avec eux et pour exporter le modèle un peu dans toutes les régions du Sénégal. Montagassi et moi, on travaille beaucoup ensemble. Et l'objectif, c'est que ce guichet unique de la création d'entreprise, du financement de l'entreprise, de l'accompagnement de l'entreprise, du coaching,
sera au cœur de notre stratégie pour 2021. Dernière question, 1 minute. C'est quoi le quotidien d'un délégué général, disons d'un patron de la DER? C'est quoi? Sûrement, vous êtes très sollicité par les startups. Ça se passe comment? Vous menez comment cette vie-là? Si je regarde mon agenda, j'arrive au bureau en général vers 9h. Je suis là régulièrement jusqu'à 20h, 21h, des fois à 22h si on a beaucoup de projets. Et j'ai peut-être 1 heure de pause. Avant la Covid, je rentrais chez moi déjeuner pour revenir, mais depuis la Covid, mon repas me trouve ici, on mange ici, on continue. J'enchaîne les réunions, les comités d'investissement, les comités de suivi, les comités de risque, différents types de comités d'audit et des réunions avec des externes, des entrepreneurs qui viennent me voir, des autorités, des ministres, des députés. Vous voyez ma porte est ouverte, tout est en vitre, les gens viennent. Open space. Open space, ils tapent à la porte, ils viennent, je les écoute, je les conseille. Des gens viennent ici en entrant, en n'ayant pas de projet ou n'ayant pas d'idée. Ils viennent ici, ils partent avec une idée de projet, avec un financement 1, 2, 3, 4, 5 millions. C'est ça mon quotidien. Et vous avez le temps pour la lecture aussi? Peu. Je lisais beaucoup, mais je dois l'avouer que... Vous lisez quoi? Je lis beaucoup de choses, je lis beaucoup de romans. Je suis un féru de la littérature, notamment de la littérature française, le romantisme en tant que tel. Hugo et les autres? Victor Hugo, je suis un adepte fou de Hugo, les contemplations. L'histoire de Léopoldine? Léopoldine, effectivement. Ah ben, vous êtes un connaisseur aussi. Donc, Léopoldine, effectivement, qui a trouvé la mort dans la Seine avec... son amant ou son mari. Son mari, exactement. Et un de mes poèmes préférés, c'est à Villequier, effectivement, où j'ai été, où repose... Villequier. À Villequier. Et bien voilà, donc vous connaissez tout. Il y a aussi... j'ai beaucoup lu François-René de Chateaubriand, qui est le chantre du romantisme. Mais au-delà aussi, je suis un cartésien, un philosophe dans l'âme. J'ai beaucoup lu Jean-Paul Sartre et je continue à les lire car je crois... Si vous aimez Sartre, c'est que vous n'aimez pas Albert Camus, non? Pas forcément. J'ai lu les deux, mais la conception de l'existentialisme de Sartre est beaucoup plus avancée et je partage aussi sa vision du libre arbitre et du destin qu'on se force, qu'on se crée et qui ne s'impose pas à nous. Je suis un existentialiste moi-même. Voilà, nous venons de recueillir les mémoires de Papa Amadou Sarr. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Merci beaucoup Ousmane de l'honneur que tu me fais. Merci infiniment Papa Amadou Sarr, délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Ça en est fini pour ce premier numéro de l'année 2021. Excellente année à vous tous. Rendez-vous dimanche prochain. Excellent dimanche et excellente semaine.